Eh, Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Museo Picasso Málaga. Hoy ha llovido, hace frío y están aquí, o sea que muchas gracias dos veces. No es lo mismo, creo yo, ver una obra de arte en vivo, como estábamos teniendo posibilidad estos días hasta el mes de febrero, ver estas obras de Alexander Calder y de Pablo Picasso en nuestra exposición temporal, que da marco a esta segunda sesión de conferencias que hemos organizado. Como digo, no es lo mismo poder verla in situ, poder ver cómo son esas obras, vivirlas. No es lo mismo, como decía Octavio Paz, refiriéndose a la magia, no es lo mismo ver esas obras en un móvil, en un ordenador, que verlas y quizá tocar con el pensamiento y pensar con el cuerpo, que creo que es algo muy propio para esas esculturas suspendidas de Alexander Calder, es decir, tocarlas con el pensamiento y pensarlas con el cuerpo. No es lo mismo. Y tampoco es lo mismo comprar este libro o encontrar este libro que tiene el título Suspensión, un título muy propio para la obra de Calder. No es lo mismo comprarlo que tener aquí al autor, al cual le doy la bienvenida, Mathieu Poirier. Cuando estábamos preparando la exposición Calder-Picasso, ya hace tiempo, no cayó en mis manos, sino que recuerdo haberlo visto en una librería, no sé dónde, si era Francia, no sé dónde, y me pareció, uno, interesantísimo el libro por su contenido, y dos, pues porque, entre otras cuestiones, también tiene Alexander Calder en el libro, ¿no? Y no es lo mismo tener el libro, como digo, que es también la realización, diría yo, de casi un sueño de muchos años de Mathieu, para conseguir no solo escribir el libro, sino hacer una exposición sobre el tema que hoy nos ocupa, y un tema que tiene mucho que ver con Alexander Calder, pero tiene también mucho que ver con una manera de ver o de interpretar, que creo que es el logro que él ha tenido, lo que ha podido ser una de las historias de la escultura a lo largo del siglo XX. Hay quien decía que toda estética de ruptura reinventa la tradición. Es decir, toda estética de ruptura reinventa la tradición, y del mismo modo que Calder, con su estética de ruptura, reinventó la tradición de la escultura, hoy parece mentira que hayamos tenido que esperar hasta 2018 para que el señor Poirier viera la historia de la escultura del siglo XX, o una parte de ella, desde, no sé si desde arriba o desde abajo, desde otra perspectiva, que no estaba escrita todavía, que no estaba trazada, que no estaba hecha, y que nos la traiga hoy aquí, contextualizando, por lo tanto, Alexander Calder con muchos otros artistas, nos la traiga aquí hoy en formato ponencia, conferencia, y por lo tanto es un gusto tenerlo con nosotros y saber más de esa otra historia de la escultura, que no quiere ser solo algo sobre una figuración, sobre una peana, y que tiene mucho que ver con la abstracción, o abstraerse, o la abstracción, algo de lo que hemos estado hablando, y por lo tanto pues le doy las gracias y le dejo con ustedes. Muchas gracias. Avant de commencer, je voulais m'excuser avant toute chose de ma pratique de l'espagnol, qui est extrêmement mauvaise. Lo entiendo un poquito, pero lo hablo muy mal. Je suis ravi de pouvoir vous parler en français, en même temps un petit peu triste de ne pas pouvoir le faire en espagnol. Alors, ça, c'était une sorte de préambule. Le vrai préambule, c'est déjà merci d'être ici.
je reprends le remerciement du directeur de ce fantastique musée. Et je vous remercie d'être là, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, logiquement, nous allons tenir dans un peu moins d'1 heure et nous laisserons de la place pour les questions par la suite. Et donc, avant toute chose, mes remerciements personnels vont à José Lebrero-Stal, qui a eu la gentillesse de m'inviter dans ce fantastique musée. C'est un grand honneur d'être invité dans cette institution. Et c'est d'autant plus un grand honneur que le cadre de l'exposition Calder-Picasso correspond à tout ce qui m'intéresse dans l'art, c'est-à-dire les dialogues plutôt que les soliloques, c'est-à-dire les échanges entre les artistes, les dynamiques profondes qui animent l'histoire de l'art, plutôt que les solos d'une certaine manière. Même si j'adore évidemment plonger dans une monographie, c'est toujours très intéressant et toujours très difficile de faire dialoguer, en l'occurrence, 2 génies du niveau de Calder et de Picasso. Donc là, évidemment, l'idée de cette soirée, c'est de complexifier encore ce dialogue en faisant dialoguer non pas 2 artistes, mais des dizaines, voire de façon évocative des centaines, autour d'une thématique. Donc cette idée, finalement, elle était en germe chez moi depuis longtemps. J'ai eu le plaisir et la douleur de faire une thèse de doctorat sur la question de ce qu'on a appelé l'art perceptuel, le perceptual art, qui recoupe quelque chose de plus courant, notamment dans les années 50-60, qui est l'arte cinético. L'art cinétique, c'est un moment très particulier de cette histoire. L'art perceptuel, c'est plus une tendance générale de l'abstraction. Ceci, depuis le début du XXe siècle, les tout débuts de l'abstraction, c'est-à-dire 1912-1913, jusqu'à nos jours, évidemment, il y a toujours des artistes abstraits, alors que, évidemment, à la fin du XIXe siècle, au tout début du XXe, il n'y en avait pas. C'est un art spécifiquement contemporain, moderne, c'est un langage qui a été inventé. Et l'histoire qui nous concerne ce soir, qui concerne la sculpture essentiellement, c'est une histoire qui, pour le coup, comme le disait très bien notre ami tout à l'heure, c'est une histoire qui n'a pas été encore écrite, enfin en tout cas qui, avant que je ne projette cette exposition dans une institution parisienne, le Palais d'Iéna, et chez cet éditeur Skira, avec le soutien d'Olivier Malingue, sans qui tout ça n'aurait pas été possible, cette histoire finalement n'avait pas été écrite, n'avait pas été racontée, elle n'avait pas été montrée. Il s'agit de l'histoire de la sculpture abstraite aérienne, c'est-à-dire le abstract hanging sculpture. Alors, ce qui est intéressant, au-delà de cette idée, au fond, d'aller dans un endroit qui n'a pas encore été balisé, de définir un genre, finalement, à part de l'histoire de l'art, et un genre à part de l'histoire de la sculpture, et aussi un genre à part de l'histoire de l'art abstrait en général, c'était justement l'idée de le montrer. Voilà. Une des caractéristiques aussi de ce type de sculpture, c'est une sculpture extrêmement, on pourrait dire, vivace. C'est une sculpture qui va se déployer dans le temps et l'espace réel de l'exposition. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, vous allez découvrir quelque chose qui ne peut être résumé à l'image ou même au film. Vous voyez, que ce soit la photographie ou la vidéo, rien finalement ne sera à même de dupliquer ce que vous aurez vu dans l'exposition. D'où la difficulté d'en parler et aussi le challenge finalement de mettre tout ça en mots, alors qu'évidemment rien ne se substitue à l'expérience physique. Tout à l'heure, le directeur parlait de l'idée de penser avec le corps. Il y a vraiment l'idée de quelque chose d'irréductible dans l'art qui, si cette chose peut être épaulée, accompagnée par le verbe, elle se vit avant tout face aux œuvres. Et quand je dis face aux œuvres, ce serait très limitatif dans le cadre de ce type de sculpture, dans la mesure où le déplacement autour des œuvres est fondamental. Le déplacement, ça implique quoi? Le changement de point de vue, le changement de perspective, le changement de distance, le changement aussi de l'arrière-plan,
dans une exposition comme celle que je vais vous présenter, on va commencer par une petite vidéo de l'exposition du Palais d'Iéna, très courte, légèrement à l'accéléré, pour se rendre compte qu'en fait ces sculptures, comme celle qui est sur la couverture qui est ici, d'Alexander Rodchenko, de 1920-21, a cette particularité de laisser visible son arrière-plan. Autrement dit, quand vous vous déplacerez, vous verrez la sculpture non seulement sous différents angles, de différentes apparences, mais aussi l'arrière-plan va changer mécaniquement. Vous avez dû remarquer ça dans l'exposition actuelle. Quand vous vous déplacez, par exemple, pour regarder les caldaires en hauteur, vous allez avoir la ligne du mur et du plafond, vous allez avoir le haut des portes, vous allez avoir les luminaires, etc. Ce sont des sculptures qu'Umberto Eco, au début des années 60, a qualifiées d'ouvertes. L'œuvre ouverte, selon Umberto Eco, c'est une œuvre qui n'est plus fermée sur elle-même, c'est une œuvre qui va être ouverte non seulement vers le spectateur, vers une forme de transformation, de mutation au travers des déambulations du spectateur, mais aussi elle va être ouverte à son environnement immédiat, architectural, muséal, son contexte. Donc ça, c'est très important de voir ce type de la sculpture moderne sous cet angle. On n'est plus dans la pratique d'une forme autonome, fermée sur elle-même, qui serait la grande sculpture des siècles précédents. Ça peut être fantastique. Rodin a pratiqué une sculpture qui, d'une certaine manière, est opaque, fermée et en même temps fantastique. Mais justement, puisque la période qui nous intéresse est celle du XXe et du XXIe siècle, l'idée, c'est de voir les grandes caractéristiques de cet art. Et une de ces grandes caractéristiques, c'est évidemment la dématérialisation. Alors vous me direz, c'est pratique. Pour la sculpture suspendue, il y a la question du poids qui se pose. Quand on organise une exposition, et là mes regards se portent vers vous, il y a toute cette question de la capacité, au fond, d'un plafond à porter, à soutenir une sculpture. C'est intéressant parce que cette idée finalement qu'on va développer de la sculpture suspendue implique plein de considérations techniques, mais ça, c'est pas forcément intéressant pour nous ce soir, mais elles impliquent des considérations esthétiques, c'est-à-dire que la simplification de ces formes, de ces volumes à des structures, à une sorte d'ossature, comme sur cette image derrière moi, implique aussi une diminution du poids. Parce qu'évidemment, si on commence à vouloir suspendre plusieurs centaines de kilos, voire des tonnes à un plafond, ça risque d'être un peu difficile. Il y a des questions vraiment pratiques que tous les artistes se sont posées, et c'est intéressant de les intégrer à cette réflexion. Ce projet suspension, je vous l'ai dit, c'était une exposition en deux parties. Ce soir, je vous montre uniquement le film de la partie institutionnelle au Palais d'Iéna. Il y a aussi un autre film, alors ça faisait un petit peu long, justement, chez Olivier Malingue à Londres, dans un espace totalement différent, un espace beaucoup plus white cube, comme on dit, c'est-à-dire un espace muséal comme c'est celui, par exemple, du musée ici, avec un espace immaculé, avec les murs blancs, très neutre finalement, comme une page blanche pour un texte, vous voyez. Ici, cet espace du Palais d'Iéna à Paris est absolument incroyable. C'est une architecture qui est inaugurée en 1938 par un grand artiste français qui s'appelait Auguste Perret. On est en Belgique, mais français, qui a créé, c'est son chef-d'œuvre en fait. C'est un immense bâtiment qui est à côté du Palais de Tokyo, pour les amateurs de la scène parisienne, et du musée d'art moderne de la ville de Paris, en face exactement du musée Guimet, et en face aussi de la Tour Eiffel. Donc on a un espace qui fait 1500 mètres carrés d'exposition, une hauteur sous plafond de près de 9 mètres de haut en moyenne, et un espace qui est finalement entre le néoclassicisme, dans la géométrie, la rythmique absolue de ces formes très, très répétitifs, quelque chose de très modulaire, et en même temps dans des aspects comme ça historicistes, avec des reprises d'éléments de l'architecture égyptienne. Il y a comment dire, c'est un bâtiment qui aujourd'hui en France est classé par le patrimoine dans la même catégorie que la Tour Eiffel par exemple, ou que l'Opéra Garnier. C'est un lieu absolument incroyable qui était conçu initialement comme un musée. Donc une fois par an, on reprend cette logique finalement du musée et on y montre une exposition. Le reste du temps, les espaces sont vides, uniquement dédiés à une institution qui est le Conseil économique, social et environnemental, qui est une assemblée très importante en France.
Donc cet espace permettait finalement de montrer énormément de sculptures par son volume, par sa surface au sol, mais aussi c'est un espace extrêmement compliqué avec des grandes fenêtres très lumineuses. Et l'idée, c'était justement, je ne voulais pas cloisonner, je ne voulais pas amener des murs blancs pour finalement cercler les sculptures. Je voulais que les sculptures apparaissent et disparaissent à mesure que l'on s'approche ou que l'on s'éloigne d'elles. Ça, c'était tout à fait important, pour renforcer justement ce caractère immatériel, pour mettre l'accent sur l'appréhension physique, le déambulation du spectateur. On va commencer donc par ce petit film que je vais m'abstenir de commenter, et nous verrons un petit peu après dans le détail les œuvres et finalement évidemment chaque individu qui a contribué à créer cette histoire. On va essayer de voir d'où elle vient, par où elle est passée, et on va espérer imaginer où elle va, quelle est sa destination. Alors, vous excuserez la qualité de ce film que j'ai fait avec mon téléphone portable. Par contre, si vous allez en ligne, vous rentrez Vimeo et mon nom, Mathieu Poirier, il y a un film, je fais une visite guidée pour ceux que ça intéresse. Vimeo, Mathieu Poirier, dans une fenêtre Google, et vous trouverez quelque chose de plus détaillé, un vrai film. Là, c'est vraiment pour vous donner une idée de la présentation dans l'espace. C'est pas du Stanley Kubrick, on est d'accord. Ah oui, l'artiste. Je vais juste donner les noms. François Morellet. Mais on va voir dans le détail après. Vous voyez, aucune sculpture ne touche le sol. Il n'y a pas un seul socle, un seul pédestal, vous voyez. Sinon, si l'on ne regarde que le sol, l'exposition pourrait être vide, alors que vous avez une quarantaine de sculptures. Man Ray, Helio Chisica, Bruno Munari, Lynn Chadwick. Vous aurez reconnu celui-là, Alexander Calder. Marcel Duchamp. La première sculpture abstraite suspendue, nous y reviendrons. Vous avez vu aussi la canopée de câbles suspendue en hauteur pour être le plus invisible possible. Il y a un réseau de câbles tendus avec des bagues. Ça, c'est Bruno Munari. Vous voyez les câbles tout en l'air? C'est pas évident de parler. Ça, c'est Hans Haacke, qui était un des grands artistes du cinétisme dans les années 60 et qui en 70 est devenu plus politique. Ça s'appelle Wave. Il a une grande exposition au New Museum en ce moment à New York. J'y vais dans 2 semaines. Vous aurez reconnu peut-être Carlos Cruz Diez, Julio Leparc, Soto, Jesús Rafael Soto, Ernesto Neto, le Brésilien. Vous aurez reconnu Louise Bourgeois, ici au centre, Robert Morris. Voilà, là je rentre dans la sculpture suspendue de Carlos Cruz Diez, qui se voit de l'intérieur et permet de regarder l'extérieur à travers des filtres colorés. Il appelle ça un labyrinthe. Donc la grande sculpture en métal, c'est Robert Morris.
Ici Xavier Villian, qui a représenté la France à la Biennale de Venise il y a 2 ans. Leonor Antunes, portugaise. Ae Gyu-young, une coréenne. Ça c'est Joel Shapiro, un sculpteur américain. Olafur Eliasson, Kerit Wynne Evans. Donc ça c'est la sculpture d'Eliasson qui s'aligne sur le nord magnétique avec cet aimant que vous voyez en dessous noir. Ça c'est Arthur Lecher, brésilien. Anthony Gormley. Vous voyez, cette sculpture, elle fait 2 kilos par exemple, alors qu'elle est en acier. Ça, c'est Daniel Buren. Il y avait un autre tableau de Daniel Buren que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Joel Shapiro. Ça, c'est Thomas Saraceno. Et ça, c'est Sol Lewitt. Je précise que je n'ai pas accroché les sculptures à l'envers. Moi-même. Elle était conçue pour être présentée de cette façon, évidemment. Et la Tour Eiffel, pour finir le parcours. Une forme ascendante à côté d'une forme descendante. Voilà. Alors, je voulais pas vous montrer la vidéo pour Londres, mais juste montrer quelques vues. De gauche à droite, vous avez... D'ailleurs, je me rends compte qu'on est passé à côté de... J'ai des images qui ont été un petit peu abîmées, mais il y avait... le film a été modifié, il y a eu une petite erreur, mais en tout cas, il y avait une œuvre d'Yves Klein, La pluie bleue. Ici, vous avez la pluie rouge à gauche. Donc, je montrais la pluie bleue de 1958 à Paris et la pluie rouge de 1961 à Londres. C'est comme ça que je faisais fonctionner les 2 expositions en dialogue. Au centre, vous avez une œuvre de Max Bill, qui est en fait un ruban qui représente un anneau de Möbius. Vous voyez cet anneau à un seul côté, cet anneau infini. Au centre, vous avez une œuvre d'Arthur Lecher, et à droite, Rodchenko, une sculpture de la même série que celle qui était, que vous avez vue au début et qui est notamment sur la couverture du livre. Ça va, je ne parle pas trop près du micro? Non, ça va, ok. À gauche, une version réduite de la grande sculpture de François Morellet que vous avez vue au début du parcours. Juste derrière, à gauche, toujours à gauche, Xavier Veillant. Au fond, Thomas Saraceno. Et à droite, Joel Shapiro. Donc Joel Shapiro, Soto, à nouveau, mais une autre sculpture de la même famille. Et à droite, Bruno Munari. Donc voilà, voilà ce qui est pour ce qui est de l'exposition dans les grandes lignes. Mais je crois qu'il y a il y a beaucoup d'œuvres qui manquent au Palais Diana. Quoi qu'il en soit, c'est pour vous donner une vue d'ensemble. Le livre, évidemment, va beaucoup plus loin sur toutes ces questions. Et puis en termes d'illustration également. Donc l'idée, au fond, de ces sculptures, justement, c'est dès le début, chez Marcel Duchamp, il faut questionner l'idée de la suppression du socle. Au fond, c'est une question de statut qui se pose. Qu'est-ce qui définit l'art? Mais c'est avant tout de le mettre sur un socle ou dans un cadre. Vous voyez, on est vraiment au début du siècle. Comment questionner l'art chez Duchamp, qui est un questionnement profondément didactique. Marcel Duchamp, l'inventeur du ready-made. Qu'est-ce que c'est le ready-made? Au fond, c'est un objet élu au rang, à la dignité de l'œuvre d'art par la seule volonté de l'artiste. Ce qu'on oublie, c'est que souvent, il y a une mise en contexte. Et le socle est un contexte. Vous mettez un objet sur un socle, je mets ce verre sur un socle, on pourrait le considérer comme une œuvre d'art susceptible d'attention, porteuse d'une esthétique. C'est évidemment ce à quoi pense Marcel Duchamp.
Et de la même manière, il va supprimer le socle pour certaines sculptures. Et la première sculpture qu'il va réaliser, finalement, c'est une sculpture sans socle. Quelle est l'autre manière de présenter la sculpture dans l'espace, finalement, sans se servir du socle ou même du sol? C'est de la suspendre au plafond. Ça tombe bien, ça faisait quelques années que dans son atelier, il suspendait pour ranger ses objets à des crochets comme ceux qu'on trouve dans les boucheries, vous voyez. C'était juste pour faire du rangement. Et donc il s'est intéressé à tout ça. Enfin, vous me direz, je connais aucun sculpteur qui range les choses de cette manière. Il y avait déjà chez lui cette bizarrerie. La plupart des sculpteurs, même au début du XXe siècle, rangent leurs petites sculptures sur des étagères. Lui, il les suspendait déjà de façon intéressante. Il faut savoir que la première sculpture suspendue est abstraite. C'est-à-dire que j'ai vraiment regardé tous azimuts, j'ai cherché pendant des années une sculpture suspendue qui ne serait pas abstraite. Une sculpture, c'est-à-dire une œuvre d'art. On ne parle pas de luminaire, on ne parle pas de choses d'éclairage, on ne parle pas de choses fonctionnelles. Il y a quelques jouets qui ont été produits ci et là, je vais vous les montrer, mais c'était au fond quelque chose d'assez anecdotique. Considéré comme de la sculpture en soi, c'est vraiment une histoire de l'art abstrait. La plus grande théorie là-dessus, c'est que c'est vraiment que la peinture abstraite, qui apparaît en 1912-1913, c'est-à-dire à peu près 5 ans avant, se passe de la gravité, se passe du haut, se passe du bas. Quand vous regardez les premiers tableaux abstraits d'artistes comme, je ne sais pas, on pourrait penser à Mondrian, on pourrait penser à Kupka, on peut penser à Delaunay. Ces artistes vont au fond priver la forme de repères gravitationnels, c'est-à-dire qu'elles ne vont plus poser sur quelque chose, tout simplement parce qu'elles ne correspondent plus à l'espace dans lequel nous, humains, nous évoluons. Elles sont détachées finalement des lois de la gravité. Et il faudra 4-5 ans, c'est ma théorie, pour que ça contamine le domaine de la sculpture. Et le premier à le faire, bizarrement, ce n'est pas un artiste spécifiquement abstrait, même s'il a fait des œuvres abstraites. On pense notamment au rotorelief et tout à cette série l'optique de précision. C'est Marcel Duchamp. Marcel Duchamp qui va créer une œuvre que nous verrons par la suite. On va commencer avec une série finalement d'œuvres qui reprennent ce principe comme ça, mis en place par Duchamp, d'une sculpture qui finalement tombe plutôt qu'elle n'est posée. Alors, quand je dis tombe, c'est pas forcément évident, parce qu'on pourrait croire aussi qu'elle est en train de monter. Vous voyez, on peut dire que la sculpture suspendue, c'est plutôt une tension entre la chute et l'élévation. On est plutôt dans un moment intermédiaire. Le mouvement n'est pas nécessaire d'une certaine manière, parce que je sais que mes premières recherches sur la sculpture suspendue portaient sur le mobile. Calder, évidemment, au premier plan, dans le cadre de l'art cinétique et de l'art perceptuel, mais je me suis rendu compte assez rapidement que le mouvement est finalement pas si central que ça. Vous avez vu dans l'exposition Calder, ça bouge très peu en réalité un Calder. On est plus dans une tension finalement, un équilibre entre le mouvement et quelque chose de statique. Voyez, pareil là, on est entre la chute et l'envol. Voyez, entre l'affaissement et l'élévation. Une œuvre comme celle de Leonor Antunes, qui est là, une artiste d'origine portugaise qui travaille à Berlin. On a là au CAPC, le Musée d'art contemporain de Bordeaux, une sculpture qui est faite de petits anneaux de métal accrochés entre eux. C'est une sculpture gigantesque. Je crois qu'elle fait 20 sur 30 mètres à peu près, qui finalement composée uniquement de petits anneaux en métal qui vont permettre au regard de la traverser et qui vont finalement jouer sur les forces comme ça en œuvre dans la sculpture. On sent d'une certaine manière la gravité qui va venir tirer sur ces formes, qui va d'une certaine manière tenter de les ramener au sol. D'ailleurs, très souvent chez Leonor Antunes, les œuvres sont suspendues et elles touchent le sol. Dans le cadre de l'exposition,
je voulais d'une certaine manière faire une démonstration très forte. Donc j'ai exclu les œuvres qui touchaient le sol. Pour que ça, c'était pour le coup un point de vue curatorial. Il fallait que l'exposition ait cette continuité. Mais évidemment, dans le livre, je ne me suis pas du tout interdit de mettre des œuvres qui étaient suspendues, mais qui parfois touchaient le sol. Disons que dans l'espace réel, c'était intéressant qu'aucune ne touche le sol, pour qu'on comprenne finalement cette idée de la lévitation, d'une sculpture à proprement parler aérienne, alors que la quasi-totalité de la sculpture, jusqu'à nos jours, est plutôt terrestre. Voilà une autre forme de Elena Antounès, je voulais vous la montrer. C'est celle qui était dans l'exposition tout à l'heure. Elle est constituée d'éléments justement de cuir qui sont assemblés par l'artiste et surtout qui sont colorés par l'artiste. Vous avez notamment des harnais de cheval que l'artiste va récupérer, transformer, colorer dans la masse pour avoir une sculpture finalement qui est à la limite de l'informel, c'est-à-dire quelque chose dont on sent vraiment, sur laquelle on sent vraiment la force de la gravité, comme si quelque chose tirait dessus, avec un chaos très organisé d'une certaine manière. Chaque présentation nouvelle de cette sculpture nécessite la présence de l'artiste qui va recomposer l'ensemble, notamment en fonction de la hauteur. C'est-à-dire, si vous présentez cette sculpture dans un autre espace, elle va l'adapter à la hauteur sous plafond, dans une certaine mesure. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est vraiment une œuvre transformable, d'une certaine manière, à chaque fois par l'artiste. Et on sent clairement quelque chose qui va revenir à nombreuses fois dans ce type de sculpture. Cette catégorie, c'est l'idée d'un dessin sans papier, un dessin dans l'espace. C'est quelque chose qui revient d'ailleurs beaucoup dans la prose autour, la littérature autour de Calder, et même par comparaison sur un certain type de sculpture fait de tiges chez Picasso lui-même d'ailleurs. Max Bill, un des grands inventeurs de la sculpture, de l'art concret, de l'abstraction, pour le coup, dès les années 30, va développer des sculptures fondées comme ça sur des formules géométriques extrêmement simples, extrêmement épurées. C'est un artiste qui a une immense importance dans l'histoire de l'abstraction, et notamment sur beaucoup d'artistes latinos, sud-américains. Ici, on le voit en train d'installer une sculpture. Alors, la colonne qui est en dessous ne fait pas partie de la sculpture, hein. Elle est dans le champ visuel. La sculpture, c'est vraiment cet anneau de Möbius que vous avez ici de façon plus resserrée, sur lequel travaille l'artiste. Ici, un autre exemple, cette fois-ci fait d'une lame de métal. À un seul côté, c'est un anneau de Möbius finalement déployé, complexifié dans l'espace, et qui va évidemment jouer des reflets, des réflexions comme ça lumineuses, qui vont contribuer à transformer la sculpture encore davantage. Elle est montée sur un seul fil, elle est très légère, le moindre courant d'air va la faire tourner, et là pour le coup c'est vraiment un mobile stricto sensu. Louise Bourgeois, immense artiste aussi, qui a travaillé sur ces questions, qui n'est pas spécifiquement une artiste de l'art abstrait, mais qui va, par moments, en simplifiant ces formes, souvent des corps humains, qui va les simplifier tellement qu'elle va rejoindre ce domaine de l'abstraction. Alors, petit rappel sur l'histoire de l'abstraction et l'art abstrait. L'art abstrait, ce n'est pas un résultat, c'est un processus. Hein. On part du réel vers une forme finalement parallèle au réel. Ce n'est pas un résultat. Pour moi, l'abstraction, ça reste un processus. Ici, vraiment, là, on est vraiment dans l'issue de ce processus où toutes ces formes oblongues, arrondies que vous avez ici sont initialement des bras, des jambes d'un couple enlacé. Et un couple enlacé dont les membres vont se prolonger un peu comme des tentacules. Les têtes vont disparaître, les pieds vont disparaître. Il est intéressant de voir qu'une sculpture de 2003 de l'artiste présente grosso modo la même forme avec deux têtes
à l'extrémité supérieure de la sculpture et 4 pieds en bas. Vous voyez, on est vraiment dans une forme très dynamique, un tourbillon finalement qui chez elle est un tourbillon, le tourbillon de l'étreinte, le tourbillon amoureux, mais qui ici prend tout son sens avec cette suspension finalement. L'idée finalement que l'extase finalement va élever les corps et les faire se souder l'un à l'autre, se confondre dans un tourbillon extatique. Donc c'est une sculpture assez gigantesque, assez lourde, assez massive par rapport aux autres, mais qui va compenser ce poids, cette masse, par des reflets extrêmement nombreux. Sa surface en aluminium est polie, miroir, réfléchissante, et va intégrer l'espace alentour à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un peu, pour faire simple, selon l'endroit où on la présente, elle va avoir une apparence particulière. C'est aussi une très belle sculpture de Louise Bourgeois qui s'appelle La Fée couturière. Alors à chaque fois il y a des titres très imagés. Ce qu'il faut comprendre en fait chez Louise Bourgeois, c'est vraiment la capacité à simplifier les formes sans pour autant aller du côté de la géométrie. Même si on peut considérer que cette forme de goutte, d'une certaine manière, répond à la forme que prend un liquide quand il est en chute libre, ce qui correspond notamment à l'aspect dynamique de cette sculpture. Elle adore travailler, là cette fois-ci, sur les matières. Vous voyez, c'est un bronze peint qui va prendre l'apparence de cette matière. Daniel Buren, en fait, je vais vous montrer d'ailleurs cette photo-là avant. Daniel Buren, vous connaissez tous son travail, évidemment. Tout le monde connaît l'entrée du musée Pompidou ici. Mais Daniel Buren, avant 65-66 exactement, pour être plus précis sur la date, était un peintre. Il peignait sur des toiles dans son atelier. Les toiles étaient punaisées sur le mur et après, il les faisait monter sur châssis. Cette toile qui est là, qui reprend ce motif de bande, vous voyez, de 8,7 cm, typique de son œuvre. Vous voyez, ces fameuses rainures que l'on va voir dans tout son travail. Cette toile a été peinte dans son atelier. Il l'a premièrement montée sur un châssis. Il n'était plus satisfait à l'époque de ce rapport au mur, c'est-à-dire le tableau posé sur le mur. C'est le moment où finalement Buren devient non pas sculpteur à proprement parler, mais c'est le moment où ses œuvres deviennent in situ, c'est-à-dire qu'elles répondent aux exigences du lieu, elles se déploient dans l'espace. Avant 65, Buren est un peintre. Après 65-66, il est finalement un artiste in situ, pour ne pas dire sculpteur ou installateur, ce qui n'aurait aucun sens chez lui. Donc l'idée de ce tableau qui vient tout à coup se quitter le mur, quitter le châssis, c'est-à-dire que, je vous rappelle, Buren le peint sur une toile, sur un mur, il le décroche, le monte sur un châssis en bois, et ensuite le démonte du châssis en bois et le suspend dans l'espace. Ça, c'est un moment très important dans son travail, c'est le moment où il devient Buren d'une certaine manière. Il n'est plus peintre, mais in situ. Donc cette œuvre est tout à fait intéressante. Elle anticipe de 6 ans, 5 ans exactement, pour être précis sur les dates, peinture-sculpture au Guggenheim, pendant une exposition qui était en fait une exposition d'art international, très importante à l'époque. Et Buren, sur l'invitation du musée, crée une œuvre in situ. On lui laisse carte blanche. Et il arrive avec cette œuvre absolument incroyable, c'est-à-dire les gens du musée, les conservateurs, le directeur, tout le monde est d'accord pour montrer cette sculpture. Et cette œuvre que vous voyez est d'un format absolument considérable. Elle est faite en textile, c'est-à-dire on reste a priori dans le domaine de la peinture, c'est-à-dire de la peinture, une toile imprégnée, un tissu en coton, mais il n'y a plus de châssis et l'œuvre pend au milieu de cette partie centrale que vous connaissez probablement du musée. Pour la petite histoire, c'est une œuvre assez mythique chez Daniel Buren parce qu'elle a été exposée 24 heures. Les artistes américains, au premier rang d'entre eux, les minimalistes américains, ces rivaux américains,
ont trouvé, comme Donald Judd par exemple, ont trouvé que cette sculpture prenait beaucoup trop de place. Et alors, je pense qu'il respectait profondément le travail, mais il disait c'est pas normal. Pourquoi ce Français aurait-il la place centrale avec une œuvre aussi gigantesque, etc. Alors que elle est gigantesque, mais si on la regarde de profil, elle disparaît presque, vous voyez, sur la tranche. Donc il y a eu vraiment, elle est rentrée dans l'histoire de l'art de cette façon-là. Mais retrouver finalement cette étape transitionnelle chez Buren était intéressant, et pour le coup on n'avait pas encore fait le lien, et cette question de la sculpture suspendue est cruciale chez Buren. Vous avez vu dans l'exposition du Palais Diana, dans le petit film, ce tondo, vous voyez, cette forme circulaire verte qui était près des fenêtres, c'est encore Buren, vous voyez, et c'est quelque chose qu'il a pratiqué toute sa vie, mais auquel on ne pensait pas forcément en tant que catégorie à part. Impératif, Calder, hein, j'ai suivi un ordre alphabétique pour plus de clarté. Calder, après le B de Buren, le C de Calder, Snow Flurry, une pièce absolument incroyable qui va, comme souvent chez Calder, comporter une dimension imagée. Hein. On a vraiment l'idée d'un événement atmosphérique, climatique, de la neige suspendue, des flocons de neige suspendus dans l'air et agités par le vent. C'est quelque chose d'assez important. Pareil, toujours chez Calder, le titre, enfin, qui vient renforcer ce côté imagé, c'est de l'abstraction, mais évidemment qui ne coupe pas totalement son lien avec le réel. Par exemple, on a vu Max Bill tout à l'heure. Max Bill ne supportait pas qu'on évoque la moindre image dans son travail, la moindre similarité avec quelque chose d'existant. Ici, Calder ne s'en dérangeait absolument pas, quitte à donner parfois des titres extrêmement, figuratifs. Ici, donc, Five Branches with 1000 Leaves, qui évidemment résonne comme ça d'une forme naturelle et de la croissance, de la disposition, de l'arborescence exactement, je ne sais pas si c'est facile à traduire, de l'arborescence comme ça de ces branches et de ces feuilles dans l'espace. Quelque chose qui est flagrant, là c'est une vue du Kunstmuseum de Bâle. C'est très intéressant parce que l'œuvre est accrochée extrêmement haut, un petit peu comme la Grande Rouge de 56 qui est au musée. Et c'est très important parce que vraiment le spectateur fait tout un exercice inhabituel de contemplation. D'habitude on regarde la sculpture, on la regarde en face de nous. Tout est prévu pour que ce soit à hauteur de vision, comme un tableau d'une certaine manière. Il y a quelque chose de très confortable dans la peinture et la sculpture traditionnelle. Calder et les autres artistes vont aller perturber ça. Ce sont des œuvres qui ne s'imposent plus par la force et par la masse au regard. Ce sont des œuvres d'une certaine manière qu'il faut aller dompter, notamment par le corps en fait, notamment par la position. Il y avait un mot un nom de code en fait pour l'exposition. J'ai cette habitude de donner des noms de code à mes expositions quand je travaille dessus avec mes équipes. On avait appelé cette exposition suspension, on l'avait appelée Limbago. Vous voyez ? L'idée justement, c'est que ça allait pousser le spectateur d'une certaine manière dans une forme d'inconfort physique, optique aussi, où il allait falloir chasser du regard les œuvres pour les comprendre. C'est-à-dire un seul regard sur une sculpture comme celle de Calder ne suffit pas à la comprendre. Il faut absolument multiplier les points de vue, et encore une fois, ce n'est pas l'addition des points de vue qui fait la sculpture, c'est le mouvement lui-même, c'est la continuité. Tout à l'heure, nous parlions de Duchamp et du nu descendant l'escalier. Ce qui compte, ce n'est pas la succession des figures de Marcel Duchamp en train de descendre l'escalier, c'est le mouvement général, c'est la dynamique générale. La dynamique, le mouvement, l'instabilité est devenu un sujet pour ces artistes. La question de la suspension chez Duchamp, elle est donc cruciale. Ici, on a une œuvre qui précède 1918, qui est de 1914. C'est le fameux porte-bouteille que Duchamp va aller acheter dans une boutique parisienne très connue qui s'appelle le BHV, le Bazar de l'Hôtel de Ville. Il va acheter ce rack à bouteilles pour faire sécher, vous voyez, à l'envers les bouteilles. J'imagine que vous connaissez l'objet, qu'un objet vraiment quotidien, sans
caractéristique esthétique particulière. Personne n'a conçu cet objet pour qu'il soit beau, pour qu'il ait une dimension artistique. Il va le prendre et, dans un premier temps, il va le poser sur un socle. La photo que vous avez ici correspond à une présentation ultérieure. Il va le présenter en 67 exactement pour une exposition à Paris, à la galerie Bernard Givaudan. Mais la première position, c'est sur un socle. C'est-à-dire, il prend, repensez à ce que je vous ai dit tout début, il prend un objet de tous les jours et le pose sur un socle pour l'édifier, l'élever à la dignité d'une œuvre d'art. Donc c'est intéressant, c'est la raison principale pour laquelle je ne l'ai pas intégré dans l'exposition, parce que c'est une forme de double date. Il travaille cet objet en 1914, mais ne le présente de façon suspendue qu'en 67. Vous me direz, mais alors Duchamp ne commence à suspendre les sculptures qu'en 67 ? Pas du tout. Voici donc la fameuse sculpture suspendue de 1918 que nous avons vue dans le film. Elle s'appelle « Sculpture for Traveling ». Comme vous le voyez, elle est suspendue par deux fils en haut, à gauche et à droite. Et elle est faite d'un matériau très surprenant, qui n'est a priori pas un matériau de sculpture traditionnel. Ce sont des bonnets de bain pour la baignade, des bathing caps, que l'artiste va les découper en lamelles plus ou moins régulières, et il va coller et fixer ensemble. Vous voyez, donc il a été à l'époque acheté des bonnets de bain de différentes couleurs dans un magasin, probablement, on n'en est pas sûr, mais probablement la fameuse même boutique qui faisait aussi des vêtements. Et il va les assembler de façon à créer cette sculpture qui est une sorte de volume un peu paradoxal, où le vide compte autant que le plein, où les couleurs n'ont pas de lien logique entre elles, et finalement à travers laquelle le regard circule. Son titre est surprenant, elle s'appelle « Sculpture for Traveling », sculpture de voyage. Il l'a conçue comme ça, c'est une œuvre extrêmement complexe, avec de différentes significations, de différentes natures. Elle peut notamment être présentée de façon étirée, c'est-à-dire que les éléments du bas peuvent être étirés de façon élastique et fixés aux quatre coins de la pièce dans laquelle la sculpture est présentée. Évidemment, sculpture de voyage, vous aurez compris qu'une sculpture comme celle-ci, j'ai eu le bonheur de l'avoir entre les mains, tient dans une petite boîte. Elle se replie quasiment comme comme des modèles de bain, comme du linge finalement, comme des sous-vêtements on pourrait croire. Donc c'est tout à fait intéressant. L'histoire de cet objet est passionnante. Pourquoi c'est une reconstruction ? Pourquoi on n'a plus l'œuvre originale ? Pour la simple et bonne raison que le latex ne se conserve pas, ou se conserve très mal. N'importe quel objet en latex, en 5-10 ans peut-être, va se pulvériser. Il va devenir de la poudre et se décomposer. Donc la sculpture originale de 1918 a disparu. Il est bon de savoir que Duchamp lui-même, en 1966, décide d'en faire une réplique, une première réplique, qu'il ne va pas faire lui-même d'ailleurs, qu'il va vaguement superviser à distance. Donc il existe une autre version de 66 qui elle-même s'est auto-détruite. Et j'ai demandé donc pour cette exposition et pour les besoins de ce livre aussi aux ayants droit, c'est-à-dire aux petits-fils de Marcel Duchamp, qui s'occupent du droit moral, qui s'occupent de la carrière de la succession de l'artiste, de travailler à faire une nouvelle réplique, mais une réplique absolument authentique. Je dis ça parce qu'il y a énormément d'artistes qui ont entendu parler de cette œuvre et qui ont essayé de faire des répliques eux-mêmes, alors qui étaient plus des interprétations, des variations autour de cette œuvre. Là, j'ai vraiment demandé à ce qu'on fasse la réplique la plus précise de l'œuvre historique. Alors vous me direz, parce que vous êtes évidemment un public avisé, mais c'est en couleur. Que savait-on des couleurs à l'époque utilisées par Duchamp ? Eh bien, Duchamp tout simplement a utilisé une photographie en 1925 de cette œuvre qu'il a colorisée lui-même à la main. C'est-à-dire qu'on a les photos en noir et blanc de 1918 et la photo de 1925 rehaussée de couleurs de la main de l'artiste qui ont permis donc
qui nous ont permis de recréer cette sculpture, de créer cette réplique, qui évidemment n'est pas l'original. Et évidemment, quand on l'expose, il faut impérativement préciser cette nature de l'œuvre. Mais elle est tellement exceptionnelle dans l'histoire de l'art qu'elle suffit évidemment à la démonstration. Elle n'a aucune valeur marchande. De toute façon, dans quelques années, elle aura disparu à nouveau. Peut-être qu'un commissaire d'exposition ou qu'une institution décidera de la faire refaire, mais en aucun cas elle ne peut rentrer dans les collections d'un musée. Elle n'a aucune valeur en soi, si ce n'est celle d'un témoignage. Et donc, c'est notre première date. Voilà. C'est intéressant parce qu'on est vraiment à la limite de l'archéologie, dans certains cas, dans l'histoire de l'art, même l'histoire de l'art relativement récent, c'est-à-dire il y a un siècle exactement, à une année près. Je vous parlais tout à l'heure de dessins spatialisés. Gego, de son vrai nom Gertrude Goldschmidt, qui fuit l'Allemagne nazie parce qu'elle est juive en 1938, passe par l'Angleterre et s'installe au Venezuela, où elle rencontre notamment déjà des artistes comme Soto. Gego a fait plusieurs séries de sculptures, notamment des reliefs muraux qui s'appellent les dibujos sin papel. Et cette idée finalement du dessin spatialisé, on le retrouve encore plus fortement dans une série de sculptures comme celle-ci, Reticularia, qui est donc de la fin des années 60, qui est composée de tiges de métal annelées avec un anneau à leur extrémité qui permettent de les accrocher entre elles. C'est une sculpture d'un grand format qui fait presque 2,5 mètres et qui est composée finalement uniquement de lignes qui n'arrêtent pas le regard. Je vous parlais tout à l'heure de l'architecture qui va vraiment se faire sentir à travers cette sculpture. C'est-à-dire la sculpture ne va plus être un obstacle à la circulation du regard. Ça va être finalement une sorte de filtre à travers lesquels le regard va observer l'espace. Cette gymnastique est particulièrement développée ici, même si on peut considérer évidemment, à juste titre, que les reflets de la lumière sur les tiges métalliques changent et font scintiller la sculpture. Mais on a un corps comme ça qui est une sorte de progression logique, de plus large au plus étroit de cette sculpture. Évidemment, on pense à toute l'histoire du constructivisme, on pense évidemment à Rodchenko, on pense aussi à Tatlin. Vous avez en ce moment, j'ai visité ce matin le monument pour la 3e internationale, vous voyez cette spirale qui est au musée, avec cette idée comme ça dans le constructivisme d'une progression, d'une structure qui finalement se laisse voir comme elle est. C'est-à-dire que la structure ne va pas être recouverte, revêtue d'une peau, oui, pour bloquer le regard. On va laisser le regard circuler à l'intérieur. Ça, c'est la grande histoire du constructivisme, et c'est aussi une des histoires de l'art abstrait, finalement, révéler la structure des choses, simplifier, aller jusqu'à l'os. Une autre sculpture de Gego, vous voyez, cette fois-ci, part d'une forme idéale, la sphère, mais en histoire de l'art et en archéologie, on a plutôt l'habitude d'appeler ça un sphéroïde. Sphéroïde, c'est presque une sphère, vous voyez. Et ce sphéroïde, finalement, est plus complexe qu'il n'en a l'air parce qu'il recouvre une deuxième sphère à l'intérieur. Il y a peut-être dans la salle des amateurs de Thomas Saraceno. Vous voyez un petit peu l'antériorité de cette pratique qui est tout à fait intéressante. On est vraiment dans un travail qui est celui d'une araignée presque. Vous voyez, on est dans un tissage spatialisé. Finalement, les sculptures qui sont faites de cette façon-là vont finalement avoir un caractère presque textile, vous voyez, avec cette légèreté, ce côté de fil finalement tendu dans l'espace. Autre grande artiste de cette histoire, Eva Hesse. Alors Eva Hesse, c'était une des grandes tragédies, sa vie était tragique elle-même, elle a eu un parcours extrêmement difficile, elle a produit pendant peu d'années, mais c'est une immense artiste, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Eva Hesse a créé des œuvres qui sont suspendues, elle en a créé de nombreuses. Elles sont impossibles à déplacer. Elles sont d'une fragilité extrême et tous les conservateurs, tous les commissaires d'exposition qui veulent les montrer sont très embêtés parce que leur fragilité
ne permet pas de les déplacer. Vous voyez ici, on a des matériaux, alors la corde, le filet, le papier mâché, bon, ça se conserve assez facilement. Alors l'acrylique et l'émail, la façon dont elle les a traités font que c'est quasiment impossible, donc je n'ai pas pu les avoir. On me demandait ce matin si j'avais eu tous les prêts que je voulais pour l'exposition. Non, ça c'est la grande tragédie, c'est impossible de les présenter. Une œuvre comme celle-ci est absolument magnifique. Ce que vous voyez ici, c'est de la fibre de verre et de la résine polyester. C'est incroyable, c'est cassant comme de la glace, vous voyez. Hein. Et une œuvre comme celle-ci pose des problèmes fondamentaux, parce que même le musée qui la possède ne peut plus la montrer dans ces espaces. Mais évidemment, encore une fois, on fait de l'histoire de l'art. D'ailleurs, le titre de l'exposition, c'était Suspension, et le sous-titre, Une histoire de la sculpture abstraite suspendue 1918-2018. Donc, c'est une histoire, et on ne va pas se passer de certains moments clés de cette histoire juste parce qu'on ne peut pas montrer à l'œuvre. Hein. C'est toujours le livre et le discours ont des faiblesses évidentes, mais au moins on peut parler des choses qui sont difficiles à montrer physiquement. Voilà, on peut les évoquer, à défaut de les contempler et de les apprécier, d'en faire l'expérience, encore une fois, dans le temps et l'espace réel. Alors, Yves Klein, le père du monochrome bleu, hein, un des grands artistes finalement qui va renouveler la question de l'abstraction dans les années 50. Il faut savoir qu'il était lui-même fils d'un père et d'une mère qui étaient eux-mêmes des artistes abstraits. Donc il y avait vraiment pour lui l'année, et ce n'était pas le cas de tout le monde dans les années 50, je pense que c'était même un cas unique, quelqu'un comme Yves Klein va vouloir dépasser l'abstraction et va vouloir tendre, je résume sa carrière, évidemment très complexe comme je le fais pour la plupart des artistes, hélas, on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais Yves Klein va être obsédé par l'immatérialité, le caractère aérien de l'art. On voit souvent ces monochromes bleus comme des blocs de peinture, quelque chose de très matériel. En réalité, ces blocs, la plupart du temps, il les accrochait à distance du mur pour les faire flotter. Le pigment bleu de Klein, quand on le regarde de près, est un pigment très poudreux, pulvérulent, comme on dit, c'est-à-dire très granuleux, qui va comme flotter à la surface de la toile. La question de la suspension aérienne est fondamentale. Il y a une œuvre très connue de lui, où on le voit sauter dans le vide, c'est le fameux le saut dans le vide. Le peintre de l'espace se jette dans le vide et on le voit en train de sauter du haut d'un muret. Alors c'est un photomontage. Hein, sur une autre photo initiale, on voit un groupe de personnes qui s'apprêtent à le rattraper dans l'air. Mais il y a cette idée finalement de la conquête de l'espace d'une certaine manière, mais la conquête poétique et sensorielle de l'espace qui est fondamentale chez Yves Klein et qui l'a poussé à créer ici la pluie bleue. Alors j'ai pris 2 photos. Ça c'est la pluie bleue quand on la voit sur un fond blanc. Vous avez juste une série de tiges en bois, exactement 12, qui sont peintes avec ce fameux pigment bleu, International Klein Blue, IKB, c'était une couleur qu'il avait déposée, et c'était pas seulement une couleur, c'était aussi une matière. C'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure des côtés granuleux, pulvérulents du pigment, qui était appliqué sur ces longues tiges de bois, qui elles-mêmes étaient suspendues, une par une, au plafond. Donc, 12 tiges de bois, 12 fixations au plafond. Ces tiges de bois, comme vous le voyez, elles sont faites du même bleu que les tableaux, elles sont faites du même mieux que les reliefs bleus et que les sculptures en éponge, notamment bleues d'Yves Klein. Elle est passionnante cette œuvre parce que elle apparaît déjà, elle est assez précoce en fait, elle apparaît en 58 et elle fait d'une certaine manière concurrence au tableau. Elle va pousser encore plus loin le phénomène de dématérialisation et aussi d'une certaine manière l'idée comme ça que ce rectangle bleu, que ce soit les tableaux ou celui dans lequel s'inscrivent ces lignes, ce rectangle bleu au fond est une ponction de l'infini, une ponction du ciel, une ponction de l'immatériel. C'est une sélection finalement de quelque chose d'infini. Et cette logique, vous voyez, il y a quelque chose de très pénétrable dans cette histoire.
On va venir à Soto après, mais certains d'entre vous connaissent peut-être les pénétrables de Soto, dans lesquels justement les spectateurs peuvent pénétrer, circuler. Là, cette photo est passionnante. On est en 61, Soto n'a pas encore fait de pénétrable. C'est passionnant. Les pénétrables de Soto, c'est 67, 68. Mais il était très ami d'Yves Klein. Les deux artistes s'apprécient énormément et c'est passionnant de voir cette photo d'artiste en train de s'immiscer comme ça au milieu dans la sculpture. Je referme la parenthèse. Ce qui est passionnant dans cette sculpture, c'est peut-être, tout à l'heure je vous parlais de tension entre la chute et l'envol. Ici, si on regarde le titre, pluie bleue, une pluie vient du haut vers le bas, c'est une chute, on est d'accord. Elle se serait arrêtée, matérialisée, les traits bleus d'eau auraient laissé une trace comme ça dans l'espace. Mais ce qui est très important aussi, et c'est une des œuvres les moins photogéniques que je connaisse. Il y a beaucoup de sculptures que j'ai intégrées dans cette histoire qui ne sont pas photogéniques pour le coup, qui s'expérimentent dans l'espace réel. Celle-ci est terrible en photo, vous voyez, j'aurais pu tracer à la règle ces lignes bleues tout à l'heure et les photographier, vous voyez ce que je veux dire? C'est une injustice totale. C'est pour ça que cette photo rend un petit peu plus justice quand même. On voit quand même l'épaisseur des lignes. C'est une section ronde, hein. Ce sont des longs cylindres finalement qui sont recouverts de la couleur. Alors, pareil, aucun angle privilégié. Klein a laissé vaguement des indications pour accrocher ces éléments, parce que quand on les fixe au plafond, il faut bien respecter un plan. On ne va pas en mettre un ici et deux là-bas et 5 là-bas. On est obligé finalement de respecter une forme de rythme. Et c'est une difficulté infernale de retrouver ce rythme parce que les œuvres, elles sont en 3 dimensions. C'est-à-dire que vous êtes là, en regardant cette photo, incapable de me dire à quelle distance se trouve la ligne du milieu par rapport à les lignes qui est juste à côté, à gauche ou à droite. Oui, tout est, et quand on le voit dans l'espace, là ça devient plus compliqué parce qu'il y a des jeux d'ombre, etc. Bref, c'est une des œuvres les plus délicates, accrochées que je connaisse. On a dû passer, je pense, 5 heures à trouver la bonne logique pour retrouver cette espèce d'ambiguïté entre l'ordre et le chaos, voyez, qui était voulu par Yves Klein, qui ne voulait ni l'ordre ni le chaos. Ça, c'est Julio Leparc. J'ai pris cette œuvre et cette photo pour pas mal de raisons. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs expositions de Julio Leparc en tant que commissaire et d'écrire plusieurs livres. Et je voulais absolument intégrer une suspension rare de Julio à l'exposition. J'ai retrouvé dans mes archives, qui étaient au fond des reproductions des archives, de ses archives à son atelier, j'ai retrouvé un continuel mobile rectangle qu'il avait présenté en 1966. L'œuvre est de 64, mais il la présente en 66 dans le pavillon argentin lors de la Biennale de Venise. Il représente l'Argentine cette année-là. Il gagne le Grand Prix de la Biennale à l'époque. Tout le monde pensait que ça allait être Soto, mais bon, on peut s'imaginer que c'est une grande année pour la sculpture suspendue. Et donc il remporte le Grand Prix, notamment avec cette sculpture qu'il n'avait pas présentée depuis 1966. Je lui ai dit, Julio, est-ce que tu as encore cette sculpture? Est-ce qu'on peut la présenter à nouveau? Il m'a dit, oui, bien sûr. Et donc on a été chercher cette sculpture pour la présenter dans l'espace. Elle est particulièrement intéressante. Elle est faite uniquement de plaques de métal suspendues au plafond, mais cette fois-ci selon une grille extrêmement régulière. Elles sont elles-mêmes accrochées sur le fil, chacune, de façon ultra systématique. Il y a une grille absolue chez Leparc, une sorte de grille, comment dire, qu'on appelait la grille moderniste, hein, c'est-à-dire c'est les abscisses, les ordonnées, et un nombre de cases très précis, tout ça est très organisé, et pourtant, quand on voit l'œuvre, on a évidemment une impression tout autre, on a une impression comme ça de flamboiement, de vibration, de palpitation. L'œuvre se transforme constamment. C'est un mobile
absolue, c'est-à-dire le moindre courant d'air, le moindre déplacement du spectateur va faire que les éléments bougent constamment. C'est un mobile extrêmement sensible finalement au courant d'air, au déplacement, etc. Et ce chaos finalement va être atteint par le biais des réflexions, c'est-à-dire la sculpture, un petit peu comme celle de Louise Bourgeois en métal tout à l'heure, vous voyez ces corps enlacés, va réfléchir son environnement immédiat et va l'intégrer à la sculpture. Cette sculpture ne se regarde pas en soi, elle est forcément composée des alentours. Alors je dis les alentours, je prends évidemment, j'intègre évidemment l'apparence du spectateur, de l'observateur, qui n'est plus seulement quelqu'un qui regarde un objet à distance, mais qui fait partie de l'œuvre. Vous voyez, c'est ce qu'on appelait, notamment le parc, appelait la participation. On n'est pas dans quelque chose d'interactif. Interactif, pour le coup, il faut faire attention à ce vocabulaire qui est plutôt appliqué aux arts électroniques. Vous voyez, la réalité virtuelle, toutes les choses liées au fond à un ordinateur, une interface électronique. À l'époque, le maître mot, c'est la participation du spectateur. C'est aussi important finalement que l'idée de l'œuvre ouverte. Et là, on va avoir une sculpture qui va intégrer son environnement et qui va sembler comme ça léviter au-dessus du sol. Et sa dématérialisation, d'une certaine manière, est complète. Je précise aussi que la plupart du temps, les câbles, les fils qui soutiennent ces sculptures sont les plus fins possibles, justement pour disparaître. Donc il y a aussi cette donnée très importante dans l'histoire de la sculpture suspendue, c'est cette idée au fond de l'artifice du câble. Le câble a remplacé le socle, mais c'est un câble invisible. C'est un câble qui tend au fond à se faire oublier. Mais pas pour tous les artistes. Repensez à la sculpture, tout à l'heure je vais revenir vite fait, d'Eva Hesse, là pour le coup, elle travaille là-dessus, elle travaille sur la tension, l'étirement, etc. Elle ne cherche pas à le faire oublier. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les fils qui soutiennent la sculpture sont noirs, pour les coups bien visibles. Mais la plupart du temps, c'est du nylon, c'est du coton, blanc, très clair, pour être oublié. Ah oui, pardon. Je précise que ce relief planétaire, j'ai oublié d'en parler dans le détail, mais ce n'est pas juste une sphère. Vous voyez, il y a cette poignée. Au fond, c'était un outil de gym qu'on trouvait dans le commerce à l'époque et que Klein a recouvert. Donc c'est aussi un ready-made. Il y a du ready-made chez Klein, de la même manière qu'il a peint des mappes-mondes. Vous voyez, ces cartes sphériques de la planète. Vous voyez, il les a peints en bleu. Donc on est vraiment dans cette logique aussi. Ça, c'est une autre œuvre de Julio Leparc. Je suis désolé de la qualité de la photo. Oui. Je suis désolé un peu de la qualité de la plupart des photos. Je ne me doutais pas que l'écran de projection serait aussi grand. Donc, excusez la qualité. Ici, on voit assez mal le détail, mais vous avez une multitude de petites plaques, non pas en métal horizontal, mais des petits carrés de plexiglas colorés jaunes. Vous avez quelques centaines de carrés en plexiglas suspendus à des dizaines de fils qui vont former un peu, comme je disais tout à l'heure à propos de Gego, un sphéroïde, quelque chose qui a globalement les contours d'une sphère, mais qui est une sphère virtuelle. Et cette sphère virtuelle, d'une certaine manière, va aller rassembler ces fragments comme ça dans l'espace et offrir finalement le même jeu finalement de lévitation, de flottement. On oublie très vite les petits fils en nylon, des fils de pêche qui soutiennent tout ça, au profit finalement d'une forme pas seulement dématérialisée, qui est pulvérisée. Voyez, chez beaucoup de ces artistes, et chez beaucoup d'artistes de l'abstraction, il y a cette conscience au fond que la réalité, le visible, ne s'arrête pas à l'œil d'une certaine manière. C'est lié au fond, pour faire court, à la révolution industrielle, qui est aussi une révolution de l'optique à la fin du XIXe siècle. On connaît le monde au-delà de l'œil. On sait que le monde existe au-delà de ce que l'œil peut en percevoir. On voit dans l'infiniment petit, les microscopes,
les télescopes nous permettent de voir le macroscopique. C'est ça aussi l'histoire de l'abstraction, c'est-à-dire c'est voir au-delà des apparences visuelles, voir au-delà de ce que l'œil peut nous donner du monde. Et ici, on a vraiment une sorte de démonstration du caractère moléculaire de la sculpture, en fait. Et ce qui est intéressant pour faire écho à ça, c'est cette sculpture, une fois qu'elle est rangée, elle tient dans quelques petites boîtes qui tiennent sur cette table. Alors que dans l'espace, elle fait 2,20 m de diamètre, elle va occuper un volume gigantesque. Donc il y a vraiment l'idée comme ça qu'elle est composée essentiellement de vide, un peu comme les sculptures de Calder, c'est-à-dire que le volume physique occupé par la matière est très léger. Visuellement, spatialement, elles vont occuper l'attention, envahir l'espace. L'espace, le vide, est le premier matériau, au fond, de ces sculpteurs. Et on pourrait même dire que le premier matériau, c'est la façon dont on les perçoit, la façon dont on les envisage dans l'espace et dans le temps. Parce qu'évidemment, le côté mouvant, scintillant, fait vraiment partie de l'œuvre, et c'est une qualité proprement cinétique. Je vais aller un petit peu plus vite sur les suivantes, que le temps passe, évidemment. Arthur Lescher, qui va lui focaliser le regard sur des sculptures extrêmement verticales. Vous pensez peut-être, pour les amateurs, à Barnett Newman, aux zips. Les zips de Barnett Newman étaient des bandes de couleurs qui se détachaient de grands monochromes, la plupart du temps horizontaux, avec une ligne verticale qui allait focaliser toute l'attention. Arthur Lescher va concentrer le regard sur des formes extrêmement étirées. Vous voyez, je vous parlais comme ça du travail sur la matière. La sculpture va perdre son unité pour se développer verticalement et plus seulement dans le volume. Vous avez reconnu peut-être le Palais d'Iéna. Ça, c'est l'exposition monographique que j'avais consacrée à cet artiste brésilien, Arthur Lescher, l'année en 2017, l'année précédant Suspension. Voilà. Mais je voulais montrer cette vue. Évidemment, il y a la question des suspensions qui était déjà très importante, mais c'était juste une petite partie de l'exposition chez lui. Je l'ai évidemment présenté à nouveau dans Suspension. Soluit, avec des structures, vous voyez ce qu'il appelait les open cubes, c'est-à-dire un module, un cube ouvert comme ça, qui va être multiplié un certain nombre de fois dans l'espace pour créer des structures répétitives. Et cette tour, Inverted Spiraling Tower au fond, a cette particularité d'être composée en spirale, c'est-à-dire on part d'un élément. Vous voyez ce cube ici, et en montant, vous voyez, en gros, c'est pas du tout accidentel, c'est que ça fait le tour. Pour un spectateur, au fond, ça implique un parcours. Vous voyez, on la regarde du bas et on la suit vers le haut, à moins que ce ne soit l'inverse. Vous voyez, on part du haut et on tourne autour. On suit cette spirale. Ça pousse le spectateur, au fond, à se déplacer et à sortir de sa passivité traditionnelle. Parce que d'habitude, on regarde la sculpture, on regarde les tableaux comme ça, vous voyez, et ça suffit, parce que c'est avant tout une histoire optique. Non, là, il y a vraiment un rappel du corps. Pensez avec le corps. Ici, une autre sculpture, mais là, pour le coup, qui fait écho à une forme naturelle, celle d'un iceberg, mais que l'artiste va étirer en longueur et suspendre au plafond en inversant comme ça le rapport de la gravité habituelle. On pourrait évidemment penser au Merzbau de Kurt Schwitters, c'est-à-dire cette sculpture créée par cet artiste allemand uniquement qui a fait une sorte de grotte abstraite et géométrique avec des éléments en bois peints en blanc. Ici, tout ça est rassemblé sous une sculpture, présentée au plafond, et finalement, ça donne cette impression, une seconde, que la gravité est inversée, qu'on marche au plafond d'une certaine manière. Vous voyez, il y a des impressions, des illusions assez fortes de ce type. On se dit, mais pourquoi Soluit a fait ça? C'est bizarre qu'il ait fait ça tardivement. Non, il a toujours été intéressé par cette question. J'en veux pour preuve cette œuvre détruite de 63, accrochée au plafond de son atelier. Détruite, impossible à restaurer. J'ai supplié les ayants droit, la succession, de faire une réplique. Ils n'ont pas voulu, et j'ai quand même compris que c'était difficile, parce que ce qu'on ne voit pas ici sur la photo, c'est que les surfaces sont peintes à la main
C'est très painterly, comme on dit, c'est quasiment impossible à refaire. Mais cette idée est tout à fait passionnante et très précoce chez Leavitt, dès les tout débuts de sa carrière. Man Ray, obstruction. Alors, je vous parlais de ready-made tout à l'heure. Ici, on a des cintres accrochés les uns aux autres qui vont créer une sorte de suite infinie. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Et qui vont... l'idée justifie le titre, c'est-à-dire obstruction. Et c'est pour ça que dans cette exposition, elle était présentée dans un couloir et même dans les escaliers. C'était pour obstruer le passage, empêcher les gens de passer d'une pièce à l'autre. Mais évidemment, il y a 1001 manières de la présenter, et même au milieu d'une salle, ça fonctionne, parce qu'elle va prendre de plus en plus de place. Donc il y a une suite logique dans tout ça. C'est un mobile, c'est intéressant, parce que 1920, pour la première création de cette œuvre, on est 12 ans, on est 13 ans avant le premier mobile de Calder. Donc c'est intéressant aussi, je vous parlais tout à l'heure du Rodchenko, celui de la couverture. On est en 1920-21. Vous voyez, il y a beaucoup d'étapes finalement avant Calder qu'on a tendance à oublier. La question de la suspension est importante chez Man Ray. Regardez ce linge suspendu en train d'être balayé par le vent. Alors pour le coup, c'est une photographie, c'est pas une sculpture, mais c'est intéressant de voir tout ça. Christian Meigert, ici, un des membres de Zéro, qui va pour le coup, lui, accentuer ça avec des miroirs peints à leur revers, à l'arrière, d'un monochrome noir. Donc on passe du miroir qui potentiellement contient toutes les formes, toutes les couleurs du monde, et à l'arrière le noir qui va les absorber, un noir mat comme ça. Vous avez 9 miroirs comme ça qui vont bouger et vraiment intégrer les spectateurs. Soit leurs jambes, soit le buste du spectateur pour la partie du milieu, soit pour la partie supérieure, l'architecture, notamment les plafonds qui vont être intégrés à l'œuvre. Vous avez 3 registres supérieurs différents qui vont être intégrés à la sculpture et en mouvement constant, apparaître, disparaître. C'est quelqu'un qui est très très important pour Olafur Eliasson, par exemple. Voyez. François Morellet, la sphère tram que nous avons vue, pourquoi l'avais-je présentée en haut des escaliers au Palais d'Iéna? C'était pour reprendre, c'était une citation, un hommage. J'ai rejoué sa présentation en 1962 à la 3e Biennale de Paris, enfin 63 exactement, pardon, à la Biennale de Paris, où il avait installé sa sculpture en haut des escaliers, et comme on le voit ici, les spectateurs pouvaient la faire tourner. J'ai laissé ça possible, en tout cas le musée de Marseille, d'art contemporain de Marseille, qui m'avait prêté l'œuvre, m'avait donné l'autorisation, ainsi que la veuve de l'artiste, de laisser les spectateurs manipuler la sculpture. Et quand vous l'avez vu tout à l'heure filmé, je ne me suis pas filmé en train de le faire, mais ma main avait fait tourner la sculpture. Je monte les escaliers et en arrivant à proximité, tout en filmant, je la fais tourner de la main. C'était ça, encore une fois, la participation du spectateur. Et cette forme est passionnante parce qu'elle va s'ouvrir, se fermer. Il y a des effets de parallaxe, des effets de moiré, des jeux d'optique qui vont apparaître et qui vont, faire respirer la sculpture. Ça, Robert Morris, Strike, qui est en fait vous voyez la forme de l'éclair. C'est une forme intéressante qui évoque une sorte d'éclair, de rapidité, de choc rapide, et en même temps une sculpture entièrement composée de miroirs, elle aussi. C'est-à-dire que le dessous de cette sculpture est en miroir, les côtés sont en miroir, c'est de l'aluminium poli en réalité, c'est pas du verre, mais c'est pareil. On a les mêmes effets finalement de furtivité. La sculpture est à la fois massive, elle est gigantesque, elle fait 4,50 m à peu près de long, et pourtant, elle va disparaître dans l'espace. Même pour pas mal de sculptures à Paris, on avait des problèmes comme ça de sécurité. Les gens avaient tendance à oublier la présence des sculptures, et très vite, ils devaient faire très attention. Robert Morris, Cloud, je vous parlais tout à l'heure de l'abstraction comme un processus de simplification. Ici, pour le coup, ce nuage va devenir une sorte une boîte finalement suspendue au plafond, avec une sorte de concentration sur l'essentiel de qu'est-ce que c'est un nuage. C'est au fond une forme grise, suspendue dans l'air. Il va reprendre ça, donc il y a une forme de figuration, un peu comme chez Calder pour le coup. Bruno Munari, ça c'est une pièce de 56. On va se dire, oui, il a copié Calder. Non, il fait ses premiers mobiles exactement la même année que Calder.
Voilà, c'est une simple maille de métal qu'il va plier sur elle-même comme du tissu. En jouant comme ça des superpositions, deux lames de mailles de métal vont devenir plus sombres, une seule va être plus transparente. Évidemment, le mouvement va jouer beaucoup dans tout ça. Ernesto Neto qui va jouer avec des collants, mais des collants que l'on porte, vous voyez, des collants comme des sous-vêtements en fait, qu'il va utiliser, coudre entre eux, charger ici en l'occurrence avec des petites billes colorées, mais très souvent chez Ernesto Neto on peut avoir des pigments, des épices très odorants. C'est tout à fait intéressant avec cette idée dont je vous parlais tout à l'heure du travail physique, du poids sur la structure de l'œuvre. Elio Jessica, que l'on voit ici dans un de ses premiers Penetravel, qui veut dire pénétrable, donc en portugais. Vous voyez, les éléments sont suspendus, l'architecture est en partie dématérialisée, c'est une œuvre au sein de laquelle on peut circuler, et d'ailleurs c'est l'artiste lui-même qui pose à l'intérieur de son œuvre. Vous voyez le rapport au monochrome aussi. On a vraiment non seulement gardé juste une partie des murs qui constituent l'architecture, une sorte de labyrinthe, le regard circule à travers, en même temps, on a pris une seule et unique couleur. Ça, c'est vraiment l'exemple d'Yves Klein, pour le coup. Vous voyez aussi comme une sculpture suspendue peut être faite d'une forme un peu paradoxale entre le tableau et la sculpture, et je dirais même entre la sculpture, le tableau et aussi le relief mural. Vous voyez, on a une forme finalement qui est lisible selon tous les angles. Il n'y a aucun aspect de l'œuvre qui ne soit pas traité, c'est-à-dire qu'on peut la regarder par en dessous, sur le côté, devant, derrière, par au-dessus. On aura toujours quelque chose, une forme en transformation, à partir à chaque fois d'une base extrêmement simple. Rodchenko, que on a vu tout à l'heure, alors elle est intéressante aussi parce que, comme celle-ci, elle est faite sur le même principe, c'est une structure concentrique, c'est-à-dire il part d'un morceau de bois, un carré de bois, ou ici un disque de bois, qu'il va diviser en cercles, en sections successives. Un premier, un deuxième, un troisième, etc., jusqu'à aller au centre de l'œuvre. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va décaler dans l'espace ces périmètres pour créer un rythme, une forme nouvelle. Donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement conceptuel, le plus simple possible, sans usage de couleurs. Il en a peintes quelques-unes, mais au fond ça reste le bois brut, un matériau pas industriel, parce que le matériau c'est un matériau naturel, mais traité de façon industrielle, et qui va justement faire une sculpture mobile. Pour moi, j'adore la sculpture de Duchamp. Elle est abstraite, elle a absolument toutes les qualités, mais dans l'histoire du constructivisme et de l'art abstrait, c'est peut-être un exemple encore plus important. Voilà, un chouïa un tout petit peu plus tardif, mais encore plus important, d'où sa place sur tous les visuels de l'exposition. Je voulais présenter aussi certaines de ces œuvres dans leur présentation d'époque. Hein. Ah oui, je précise que la photo que vous voyez là, ainsi que celle-ci, sont des photos prises par Rodchenko lui-même. Donc elles ont vraiment une patine, un aspect tout à fait intéressant. Et on y voit vraiment l'éclairage dramatique. Il utilisait des projecteurs, il les mettait devant un fond noir et non pas un fond blanc. Il y avait toute une mise en scène comme ça de sa sculpture, passionnante. Et ici, cette sculpture permet de voir dans une exposition collective les autres œuvres au sol, sur des socles, répondent à la même logique comme ça de ligne, de dématérialisation, mais répondent encore une fois à un socle posé sur le sol. Celles qui sont aériennes sont clairement des suspensions. Ça, Thomas Saraceno. Alors la première fois que j'ai vu cette image, j'ai pas vu l'œuvre encore. Enfin, j'avais pas encore vu l'œuvre de mes yeux. J'ai cru que c'était un photomontage. Ce n'est pas un photomontage, c'est-à-dire que les gens sont réellement suspendus eux-mêmes dans l'air au-dessus de ce puits. Le musée, c'est le K21 à Düsseldorf,
qui est en fait le musée d'art contemporain de Düsseldorf. Et il y a un immense puits, en fait, haut de 4 niveaux à peu près. Et donc, Saraceno n'a pas fait que suspendre la sculpture, il a suspendu les spectateurs eux-mêmes. C'est-à-dire on pouvait se déplacer dans une sculpture faite de filets très similaire à celle-ci. Vous voyez, là, c'est une sculpture faite par des araignées. Il a fait travailler des araignées pour avoir cette sculpture tridimensionnelle. Et donc, on se retrouvait, nous, humains, dans un espace configuré de la même façon. Et donc ici, nous étions nous-mêmes les araignées, à nous déplacer dans le vide avec des effets de vertige absolument sidérants. Et puis aussi, là pour le coup, on pense avec le corps, c'est-à-dire on pense plus qu'à ça, on se tient, on avance à genoux, c'est extrêmement hasardeux, on peut passer d'un niveau à l'autre, il y a des tunnels, il y a des passages, c'est absolument incroyable, et notamment une sphère en miroir gonflable qui est maintenue dans l'épaisseur du dispositif. Alors ici, je vais aller très vite, mais Saraceno fait travailler de drôles d'assistants des araignées. Alors ça a l'air très simple comme ça, c'est très compliqué en réalité, parce qu'il fait travailler différents types d'araignées qui vont créer différents types de toiles. Et par exemple, il va faire travailler une araignée, je ne sais pas, de tel pays, qui va créer une première toile. Il va perturber la construction de la toile, c'est-à-dire quand ça sera arrivé à moitié, il va tourner la cage pour qu'elle tout son rapport à la gravité soit perturbé et pour qu'elle crée une autre toile. Ce sont des petites ouvrières comme ça, je vais dire, ah tiens, ça a changé, je vais m'adapter, je vais faire autre chose. Donc il compose comme ça avec ses petits assistants. Quand vous allez dans son atelier à Berlin, c'est absolument sidérant. Il y a une salle qui est grande comme... il y a plusieurs salles qui occupent un volume comme la salle qui est 2 fois le volume qui est ici, remplie d'araignées de toute taille, de toute couleur, c'est terrifiant. Et c'est fermé avec des portes plus ou moins hermétiques qui font que régulièrement dans les bureaux on retrouve des araignées. C'est-à-dire que les assistants, les vrais assistants humains, vont se retrouver envahis par les araignées régulièrement. Et donc une fois que la sculpture, il considère que la sculpture est terminée, délicatement il retire les araignées et enferme, vous voyez, c'est pas évident à voir ici. Vous voyez, il y a comme un cadre, comme les arêtes d'une boîte. C'est ça, elle travaille à l'air libre là-dedans, au-dessus d'une flaque d'eau pour pas s'évader, mais ça marche pas toujours. Et une fois qu'il a fait ça, il prend la structure et il le met dans une boîte en plexiglas pour la protéger tout simplement. Et il faut savoir que les toiles d'araignée, si on ne les touche pas, elles peuvent être conservées comme ça pendant des centaines d'années. La soie d'araignée est extrêmement résistante. Pas aux fortes tractions, mais sinon elle a une grande longévité. Donc ces sculptures sont vraiment des sculptures avec des assistants, pour le coup, pas très banals. Joël Shapiro, que l'on a vu tout à l'heure, dont les formes évoquent toujours celles d'un corps, un corps en chute. Je lui ai demandé si cette sculpture, au fond, pouvait évoquer les chutes des gens qui tombaient des tours en 2001 à New York pendant le 11 septembre. Il m'a dit que c'était pas du tout impossible en fait, qu'il y avait un rapport finalement à l'image et d'un corps en chute en fait qu'on ne trouve pas dans son travail avant. On trouve des gens dansant, on trouve des choses dynamiques, mais en tout cas la suspension apparaît chez lui à cette époque-là. Il n'a pas confirmé, il n'a pas non plus annulé la théorie. Donc c'est abstrait et pourtant on peut imaginer un torse, des bras, une tête, des jambes, très souvent dans ces formes extrêmement abstraites qui sont en fait des simples planches de bois peintes et fixées avec un pistolet à clous de façon très irrégulière, très Kurt-Schwitters d'une certaine manière, encore une fois. Soto, la sphère Lutetia, magnifique, composée de centaines de tiges de métal peintes, et chaque tige est peinte de différentes couleurs à différentes sections qui permettent comme ça d'avoir un volume complètement virtuel et en même temps une forme qui apparaît et qui disparaît. À mesure qu'on circule autour d'elle, elle s'ouvre, se ferme
Et les premières, au fond, datent des années 60, la même époque que François Morellet, la même époque que Carlos Cruz-Diez, la même époque que Julio Leparc. Il y a tout ce travail comme ça sur le moléculaire. Et c'est pour ça que les suspensions viennent renforcer comme ça ces caractères immatériels, aériens de la sculpture. Soto, un des tout premiers sculptures pénétrables, et on voit que la pénétration elle est aussi optique. Le regard va pouvoir circuler à l'intérieur de l'œuvre. Jean Tinguely a fait des sculptures aussi suspendues. Les premiers exemplaires que l'on a, c'est ses tout débuts. Il est encore tout jeune artiste et il fait une boutique à Bâle, là où il a grandi et travaillé au début, lui propose de faire une décoration de la vitrine. Et il fait ses premières œuvres qui sont en fait un écho, évidemment, un clin d'œil à Calder. Hein. Vous voyez les silhouettes de Calder faites uniquement avec notamment les visages faits uniquement avec du fil de fer tordu. Il y a clairement un écho à Calder. On voit très vite qu'il va plus loin. Il en fait des sculptures constructivistes qui vont rappeler notamment toute cette idée d'une sculpture aérienne. Hein. Cette sculpture pourrait faire penser à un oiseau, un avion. Mais aussi, vous voyez les projets d'avion de Léonard de Vinci. Hein. Il y a vraiment l'idée comme ça d'une la forme la plus légère possible, et pour le coup extrêmement composée. Alors pareil, cette œuvre-là, impossible de la montrer. Elle n'avait pas été montrée depuis 1948. Enfin, elle n'a jamais été exposée. Elle est dans une collection privée et j'ai pas réussi à la voir. Enfin bref, c'est des histoires un peu complexes. Georges Vantongerlo, la sculpture que vous voyez fait 13 cm de haut. Elle est vraiment très petite comme ça. Elle est absolument magnifique. C'est un tube de plexiglas qu'il a chauffé et plié de façon à créer cette spirale qu'il a appelée cocon, chrysalide et embryonnaire. On a vraiment l'idée d'une forme qui est un embryon, c'est-à-dire l'origine comme ça du corps, et qui va évidemment être suspendu dans l'air et jouer avec les reflets de la lumière. C'est absolument magnifique, tout petit. Ici, c'est plutôt un clin d'œil à Dynamo, une exposition que j'avais organisée au Grand Palais en 2013, qui s'appelait Dynamo, un siècle de lumière et de mouvement dans l'art, 1913-2013, et dans laquelle je montrais déjà beaucoup de sculptures suspendues. Et cette exposition se tenait au Grand Palais. Il y avait 143 artistes, 218 œuvres, et parmi ces œuvres, il y avait cette œuvre de Xavier Vaillant, que vous voyez ici, composée de sphères noires en vinyle gonflable qui permettait d'occuper tout ce volume. Hélas, on n'a pu le montrer que 24 heures, parce que 48 heures, pardon, parce que les sphères n'étaient pas étanches, elles se dégonflaient. Et comme l'exposition du Grand Palais durait 4 mois, c'était impossible de tenir. Mais on a pu la présenter, là pour le coup, sous la nef du Grand Palais, là où d'habitude vous avez la FIAC, pour ceux qui y vont. Et sinon, c'était dans les Galeries nationales du Grand Palais, le reste de l'exposition. Le catalogue existe encore, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Kerry Twin Evans aussi, qui va travailler, pour le coup, j'ai choisi cette œuvre parce que c'est un hommage à Marcel Duchamp. Il a repris un motif que l'on trouve dans une œuvre en verre de Marcel Duchamp, qu'il va réaliser en néon et suspendre de cette façon, avec uniquement des formes dynamiques, pour le coup très très cinétiques. Mais là, on est en 2015, on est plus dans le cadre d'un hommage à cette période. Egg Yu Yang, et on va terminer sur elle, avec cette sculpture qui est un hommage à la sculpture de Sol LeWitt que nous avons vu tout à l'heure. Souvenez-vous, les open cubes blancs. Ici, elle va faire un hommage à Sol LeWitt, mais avec ce sont des Vénitiens, c'est-à-dire, vous voyez, ces stores vénitiens que l'on met aux fenêtres et qui sont composés de lames de plastique blanche. Elle va créer des sculptures fondées sur le même principe, donc toujours ce rapport au ready-made. Et ici, je termine sur cette figure extrêmement intéressante, presque angoissante en fait, d'une forme composée de paille artificielle en plastique, noire et blanche aussi au centre,
qui va apparaître dans l'espace. Je finissais le parcours de l'espace de l'exposition à Paris sur cette œuvre avec une sorte de présence inquiétante. On n'est pas juste pour dire tout simplement que cette sculpture suspendue, ce n'est pas que l'histoire du constructivisme et du post-constructivisme, de l'art abstrait, de Bauhaus, etc., du monochrome. On est aussi dans quelque chose, au fond, d'assez imagé. Et cette forme suspendue, au fond, elle finit sur une évocation d'une autre forme finalement qui serait suspendue dans l'air, aérienne, celle du fantôme, vous voyez, qui au fond serait une sorte de métaphore de cette dématérialisation, de cet aspect aérien de la sculpture, et au fond d'une forme qui résonne avec le réel et qui se joue finalement dans un univers parallèle à celui qui est le nôtre. Et au fond, cette déréalisation qu'apporte au fond l'abstraction est renforcée par la suppression du socle, la suppression de la gravité habituelle, la suppression finalement des lois qui régissent le monde réel. Donc on est franchement dans, à mon sens, ce qui représente le paradigme, le paroxysme, du paradigme de l'abstraction. Vous voyez, on est dans quelque chose qui va aller pousser la logique de l'abstraction dans ses retranchements. Et cette histoire, comme vous l'avez vu, commence en 1918, mais se poursuit encore aujourd'hui et ne s'est jamais arrêtée, même si évidemment vous avez vu, il y a une sorte de pic comme ça dans les années 60, mais énormément d'artistes travaillent là-dessus. Je vais terminer sur aussi quelque chose une précision très importante, c'est que des artistes abstraits qui ont fait de la sculpture suspendue, il y en a des milliers. Vous voyez, ce sujet, il est intéressant parce qu'il est vraiment à géométrie variable. J'aurais pu faire une exposition avec 5 artistes, j'aurais pu en faire une avec 2000. Vous voyez, d'habitude, pour chaque exposition, j'ai des listes B, des listes C. Tous les commissaires d'exposition connaissent ça, des listes D. Alors là, j'avais tout l'alphabet, c'est-à-dire avec vraiment tous les artistes que je voulais intégrer, etc. Évidemment, impossible, et dans l'exposition, et dans le livre, et même dans une conférence comme celle-ci, de tous les mentionner. Mais évidemment, c'est un sujet très vague. Au fond, ce que je voulais vous présenter ce soir, c'était au fond une nouvelle manière de regarder la sculpture et aussi de regarder un autre type de sculpture. Et vous verrez autour de vous, dans d'autres artistes, vous allez souvent tomber sur des sculptures suspendues, parfois même figuratives. Mais sachez juste que le noyau dur de tout cela est vraiment lié à l'histoire de l'abstraction, à l'histoire de la modernité. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'on peut laisser peut-être un peu de temps pour les questions? Voilà, je sais qu'une traduction est prévue en direct. Donc si quelqu'un a des questions, c'est tout à fait bienvenu et on pourra traduire. Et voilà. Si vous parlez espagnol lentement, je pourrai vous comprendre. Et sinon, ce sera traduit en direct. Je suis équipé. ¿Existe una reproducción de la fotografía sobre la cual se reconstruyó la obra en qué material? Látex. En látex. La reproduction de cette image est dans le livre. J'ai oublié de la mettre dans mes diapositives. Mais je vous la montrerai bien sur le livre ici, mais ça ne sert à rien et vous êtes trop loin. Mais oui, elle existe et elle se trouve même, vous la trouvez sur Internet en fait. Hein, on mettrait sculpture de voyage colorisée. Vous pouvez la voir sur vos téléphones si vous voulez. Voyez, c'est une image qui est assez connue. Marcel Duchamp, sculpture de voyage, 1925, je crois, la colorisée. Oui. Expositions, celle de Londres et celle de Paris, ont été simultanées? Alors non, il y avait un léger décalage. Enfin, elles étaient plus ou moins simultanées. J'ai dû forcément en installer une, puis installer l'autre. Voyez. Donc, oui, exactement. Oui. C'était pas une itinérance, c'est-à-dire c'était pas la même exposition qui a été à Londres. Elles étaient à peu près simultanées. C'est-à-dire que j'ai pas pu les vernir les deux expositions en même temps. Il fallait juste que j'en accroche une, qu'on fasse le vernissage et que j'accroche l'autre. Vous
voyez, donc il y a un petit décalage d'une semaine entre les deux. Mais oui, c'est intéressant. C'est pas une itinérance, c'est une exposition en 2 parties. Faut s'imaginer que l'expo de Londres est une section de l'expo de Paris. Voilà. Mais j'avais pensé les deux comme autonomes. C'est-à-dire si on ne voyait que Londres, on avait déjà une micro-histoire, et si on allait à Paris, on avait quelque chose de plus vaste. Et si on voit le livre, on a quelque chose d'encore plus large. Voilà. C'est un sujet à géométrie variable, oui. Mais de toute façon, tous les sujets artistiques, tous les sujets sont à géométrie variable. Si vous faites une monographie de Picasso, vous choisissez très précisément ce que vous voulez montrer. Vous pouvez prendre 5 ans de la carrière, et encore, dans les 5 ans, vous ne pouvez pas tout montrer. Il faut toujours faire des choix. De toute façon, sinon, il n'y a pas d'exposition sans choix, ouais, clairement. On est obligé, le livre, pareil, voilà. Sí. Oui. Ah. Muchas gracias por la intervención. Y mi pregunta sería, del mismo modo que Duchamp, siendo un artista tan importante y tan influyente también, de algún modo sigue siendo, diría yo, un artista que necesita más reconocimiento todavía hoy por su contribución. ¿Te has preguntado por qué en 100 años, habiendo habido tanta reflexión teórica y reflexión histórico-artística sobre la historia de la escultura de esos 100 años, no existen trabajos más trabajos o suficientes trabajos que han analizado esta cuestión? ¿Es eso que sería una manifestación de una historiografía o de una historia del arte conservadora? Es decir, que no ha querido, quienes han estudiado, es una forma ahora un poco exagerada de decirlo, quienes han estudiado y la escultura del siglo XX no han sido capaces o no han querido reconocer que hay otro tipo de, quizá no es escultura esto, quizá sea otra cosa. Es decir, ¿te has planteado por qué no ha habido más estudio de esta cuestión? Que nos has mostrado está a lo largo de esos 100 años de evolución de la escultura y sigue estando, como podemos ver en esta obra. Alors, quand je dis qu'il y a eu aucune étude spécifique de la sculpture suspendue, mais il y a eu des étapes intermédiaires. Par exemple, il y a beaucoup de livres généralistes sur le cinétisme, sur l'arte cinético, qui ont toujours ou presque une section sur l'art du mobile, le mobile. Sauf que il y en a très peu en général. C'est des sections toutes petites. C'est une page chez Frank Popper, par exemple, qui est un historien historique du cinétisme. Il y a 1 page et demie à peu près sur le mobile, et il mentionne, si ma mémoire est bonne, surtout Calder et Munari, en fait, avec quelques échos. Et encore, j'en suis même plus sûr, sur Rodchenko. Voilà. Et c'est à peu près tout, en fait. Et surtout, l'angle par lequel c'est abordé, c'est la question de la mobilité. Fait que le mobile, au bout d'un moment, on ne sait plus ce que c'est. Est-ce que c'est une sculpture qui bouge, ou est-ce que c'est un mobile comme Calder, sachant que Calder a fait des mobiles qui sont posés sur un socle ou sur le sol. Il a fait des stabiles. Tout ça a été très compliqué. Moi, justement, ce qui me semble intéressant, c'est ce qui manquait, on appelle ça une lacune historiographique, un manque, c'était précisément le fait que cette sculpture, le fait qu'elle soit mobile n'est pas essentiel. L'idée, c'est qu'elle soit privée de socle, au fond, qu'elle soit hors sol. Hors sol, je ne sais pas si ça se traduit facilement en espagnol, mais off the ground, c'est l'idée comme ça d'une sculpture qui n'a pas besoin du sol au fond, voilà. Et ça, c'était vraiment, il fallait l'écrire. Je trouvais que ça manquait parce que c'est une vraie catégorie. Énormément d'artistes se sont posés sur la question. Vous l'avez vu, on fait des réalisations très singulières, très particulières à chaque fois. Et évidemment, il fallait mais parfois, il y a des choses. Moi, je me souviens de mon parrain, qui était physicien, qui est pour le coup un physicien très, très reconnu, qui est doyen de la faculté de Strasbourg en physique. Il m'a toujours dit, quand j'étais enfant, que la recherche, à un certain niveau, comportait une part de créativité.
C'est-à-dire qu'on découvre des choses, certes, mais la façon de les rassembler, de les constituer, c'est de l'ordre de la créativité. C'est-à-dire on est obligé, mais dans tous les domaines, hein, et dans l'histoire de l'art aussi, de fabriquer les choses, voyez, de les faire. Pareil quand on construit une exposition. Une fois que l'exposition est faite, pour tout le monde, les gens qui auront vu votre exposition Calder-Picasso vont se dire, bah, oui, Calder-Picasso, évidemment, il y a un dialogue très très fort, etc. C'était pas si évident que ça avant. Vous voyez, les évidences, on les crée, on les construit en fait sur des bases historiques, factuelles, réelles. Mais il faut évidemment, et c'est notre travail, de les rassembler, de leur donner une forme, et puis surtout de les rendre intelligibles, compréhensibles. Et j'aimais bien cette idée au fond du fil rouge, pour utiliser la métaphore du fil, très utile, qui permettait de revoir tout un pan finalement de la sculpture sous un œil nouveau et aussi moi personnellement de la rapprocher de mes recherches sur la phénoménologie de la perception, sur la participation du spectateur, sur l'art de l'expérience au fond. Ouais. Mais effectivement, on pourrait se dire mais pourquoi jamais personne n'y a pensé avant? Je me suis vraiment posé la question pendant des années, j'ai pas d'autre réponse voilà, que celle-ci. Il y avait une question peut-être là. Une question, une réflexion. J'ai trouvé très intéressant l'idée du dessin. Que finalement, c'est... Comme ça, on peut vous traduire. Oui. Voilà. Que finalement, il y avait... Alors que, bon, c'est quelque chose dans l'espace, mais il y a aussi l'idée du dessin qui est derrière, comme un dessin créé ou qui va se projeter. Et justement, là, dans les sculptures de Calder, quand on voit ces portraits qu'il fait en fil de fer, donc en 3 dimensions suspendues, quand on voit des photos, on ne peut pas comprendre l'œuvre, c'est tout à fait impossible, même si on essaie de mettre une ombre qui va projeter, etc. Et quand on la voit la première fois, c'est vraiment absolument exceptionnel de voir comme le visage se dessine. Apparaît. Ouais, apparaît. Ouais. Et justement, on avait eu la chance, la première année au musée Pompidou, ils avaient amené une œuvre de Calder comme ça, qui était très bien exposée, très bien éclairée. Et donc, il y avait une projection, en effet, qui crée un dessin sur le mur blanc derrière. Et c'était vraiment extraordinaire. Elle n'y est plus là, puisqu'ils ont changé l'exposition. Et quand on voit ça, c'est vraiment... L'idée du dessin, c'est fou. Mais cette logique a été respectée. Hein. J'ai vu l'exposition tout à l'heure. Il y a des éclairages, notamment ce poisson, où l'éclairage est conçu de façon à ce que l'ombre se projette sur le mur. Alors, si on avait des heures devant nous, j'aurais abordé un sujet très important, c'est la question du passage de la 3e à la 2e dimension. Vous voyez, l'idée, quand Rodchenko concevait ses sculptures, il les éclairait aussi de cette façon-là. L'ombre projetée de la forme tridimensionnelle devenait bidimensionnelle. Donc et faisait à nouveau tableau ou dessin. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. J'ai joué beaucoup là-dessus en termes d'éclairage pour reconstituer ça à Londres, dans l'exposition de Londres, qui était plus un white cube avec des murs blancs. À Paris, c'était d'autres aspects qui étaient privilégiés, plus spatialisés. Mais évidemment, c'est une des dimensions très importantes de toutes ces sculptures qui sont fondées sur une structure linéaire, un dessin spatialisé. Mais ça va loin. Duchamp était même obsédé par ces questions des dimensions. Il considérait même que ces sculptures étaient en 4 dimensions. C'est-à-dire que le mouvement, le temps, était la 4e dimension. Et il disait même que si, ça allait très loin, mais je vais simplifier, que si la 3e dimension, quand elle est projetée en ombre, devient 2 dimensions, mais finalement 3 dimensions, c'est l'ombre d'un objet en 4 dimensions. Et l'objet en 4 dimensions est lui-même l'ombre d'un objet en 5 dimensions. Donc il y a toute une spéculation scientifico-poétique chez Duchamp qui est passionnante évidemment autour de ces dimensions du réel et puis finalement le dialogue constant à l'histoire de la sculpture, à l'histoire de la peinture, à l'histoire du dessin. Mais tout à fait oui, c'est extrêmement... c'est hélas un des points de vue qu'on aurait pu explorer. Oui. J'en parle un peu dans le livre. Une autre question ? Personne ? Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement pour votre attention.
et pour votre invitation. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.